La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques revient en Afrique après celle tenue à Marrakech en 2016. Étant à la maison, cette COP est considérée comme celle de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et celle de la matérialisation des décisions de Glasgow, car l'enjeu est de taille et l'urgence climatique s'impose. Les changements climatiques ne sont pas une utopie, mais une réalité bien vivante. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Afrique Environnement Plus. Je suis avec Espoir Lamy, co-présentatrice de cette émission. Bonjour Espoir. Bonjour Karine. Tout de suite, ouvrons notre magazine. De retour sur ce plateau, les ministres en charge de l'environnement des pays membres de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat se sont réunis ici à Sharm el-Sheikh en Égypte pour une position commune. Au nom de l'UNEP, et donc nous sommes basés à Nairobi, sur le continent, donc à Nairobi au Kenya, et nous sommes de tout cœur avec l'AGN, l'Union africaine. Merci à travers les ministres, la présidence de l'AMCEN et l'Union africaine. Nous pouvons être ensemble aujourd'hui. Le secrétaire général aurait dit que la finance à long terme est la question la plus importante de l'ordre du jour et bien sûr le rapport des progrès de la prestation financière a été discuté en soulevant l'importance de la finance à long terme efficace. Et le secrétaire a souligné l'importance des prix des commodités et de leur impact sur l'économie africaine, l'augmentation de la dette africaine. Et donc, ceci sera discuté au cours de la réunion de la Banque mondiale et du FMI. Et donc, comment pouvons-nous fournir du soutien au cours de cette période? Nous avons fourni le rapport qui focalise sur les émissions. 75% des émissions proviennent de 20 pays, les G20. Et donc les pays des G20 ont une responsabilité particulière d'atténuer leurs émissions de manière urgente. Et ils ont aussi la responsabilité des émissions carboniques du passé, et à cause de cela, de fournir des finances aux pays en développement et aux petits États insulaires. Sur l'adaptation ou la question de l'adaptation, nous avons rédigé le rapport de lacunes d'adaptation, portant sur les lacunes d'adaptation, estimant les besoins d'adaptation vers 2030. Nous parlons de près de 300 milliards de dollars par an. Hier, nous avons lancé deux initiatives importantes pour l'Afrique, l'une sur la sécurité alimentaire, pour assurer la sécurité alimentaire et l'agroalimentaire en Afrique, protection de l'agroalimentaire en Afrique, et nous voulons améliorer la vie des milliers d'Africains à travers des interventions
résilient. Ça a été une réunion riche d'informations. Il y a eu la restitution de nos experts, le groupe africain des négociateurs, en notre nom, qui porte au niveau de la CNUC, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la voix de l'Afrique, au pluriel. Mais nous retenons une évolution dans le langage, une restitution honnête. Aujourd'hui, il nous a été dit tout simplement que les pays du Nord, les pays riches, ne veulent pas réellement parler de financement, ne veulent pas réellement parler d'adaptation. Ils ne veulent pas tout simplement reconnaître que l'Afrique porte aujourd'hui le reste du monde sur les changements climatiques. Cela a été dit clairement, sans détour. Et il nous faut aujourd'hui, en fin de compte, comprendre qu'il nous faut taper du poing réellement sur la table, comme le rappellent nos chefs d'État, afin que nous n'écumons pas les COP. Nous sommes quand même aujourd'hui à la 27e conférence des parties sur les changements de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que les Africains n'ont pas un plan d'adaptation. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que les Africains n'ont pas un plan climat. Donc aujourd'hui, c'était important d'entendre nos experts dire qu'effectivement, il y a un problème du côté de l'accord de Paris. Qu'à l'occasion des négociations, lorsque les États se sont engagés à la signature des accords de Paris, déjà à l'époque, les pays du Nord refusaient de prendre en compte la spécificité de l'Afrique et du fait que l'Afrique est le régulateur du climat mondial. Et nous sommes également heureux d'entendre dire que les experts intergouvernementaux des États, qu'on appelle le GIEC aujourd'hui, également tirent la sonnette d'alarme vers les pays riches en leur disant « Ah, attention, l'Afrique n'émet qu'à 4%, l'Afrique est le continent le plus vulnérable, l'Afrique est le meilleur élève de l'atténuation, il faut régler les problèmes d'adaptation des Africains. » Et on ne peut pas aussi dire à l'Afrique « Désengagez-vous des industries fossiles aujourd'hui », alors que nous-mêmes, Européens, comme ils l'ont dit là, les experts du GIEC l'ont dit clairement, les Européens eux-mêmes, les pays riches, de façon globale, ont maintenu à Glasgow, vous le savez, le charbon. Et nous demandons, nous avons tous tapé du poing sur la table, nous les ministres en charge de l'environnement, nous les patrons du climat pour nos chefs d'État aujourd'hui, dans nos pays respectifs, nous disons ceci au reste du monde. Oui, levez le verrou du côté des banques multilatérales de développement. Oui, mais qu'est-ce que nous attendons? C'est dérisquer pour le secteur privé, les banques multilatérales de développement pour le secteur privé, afin qu'il y ait des financements directs. L'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation face aux conséquences du réchauffement climatique, le financement des pertes et dommages liés aux conséquences directes du changement climatique, la lutte contre le greenwashing et la planification des promesses non tenues, ce sont là des questions qui insurgent la société civile. Je vous propose donc de suivre leur coup de gueule. Oui, les pays, les pollueurs, je dis qu'ils doivent savoir que la planète est en danger et que dans leur politique de déploiement, dans leurs activités, ils doivent savoir intégrer aussi les rôles ils doivent savoir intégrer la donne climat dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça dépend des négociations. Les Africains ne peuvent que tirer leur épingle du jeu si les négociations sont faites de sorte que les Africains se retrouvent. Et les chefs d'État, nos chefs d'État africains doivent savoir que nous avons les grandes réserves en matière de forêt, des grandes réserves forestières, et qu'au niveau de la COP, nous devons absolument négocier pour que ces négociations-là soient favorables aux Africains. À mon humble observation, je trouve que les pays du Sud, en particulier mon pays,
qui représente le premier poumon mondial, il faudra qu'on se le dise, avec la forêt équatoriale, elle n'est pas récompensée à la hauteur de ses actions parce que tout est prouvé que c'est la forêt du bassin du Congo qui absorbe le plus de gaz à effet de serre. Mais les attentes par rapport aux 100 millions de réponses par rapport au changement climatique, disons les financements climat, n'est jamais atteint. Et cette COP, je ne pense pas qu'on va atteindre ces gaps. C'est un peu une déception, mais je pense qu'il y a des avancées dans ce sens-là. Chaque année, on essaie d'investir plus d'argent pour qu'enfin chaque pays soit résilient à la question du changement climatique. Ils vont continuer à bousculer leur conscience de manière à ce qu'ils arrivent un peu de poser des gestes significatifs dans la mesure où ils sont responsables. Ils sont premiers responsables du réchauffement climatique et donc ils doivent poser des actes conséquemment. Le gouvernement de la République du Congo est représenté ici à Sharm el-Sheikh à la COP 27 par la ministre Arlette Soudan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et coordonnatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo. Elle a été interviewée par l'émission Afrique Environnement Plus. Je vous propose donc de suivre cet entretien. Écoutez, on peut dire qu'au niveau du sommet des dirigeants, la cérémonie d'ouverture officielle de la COP, le chef de l'État, s'il y a un propos qu'il porte depuis toujours, c'est la problématique du reboisement. Vous savez que la forêt est un régulateur du climat aujourd'hui. Et le président a lancé l'initiative qu'il porte depuis près de 30 ans, auquel on peut dire c'est arrimé les Nations Unies de l'afforestation. Il a lancé ce qu'on appelle la décennie de l'afforestation, que l'on pourrait résumer un homme, un arbre, homme avec un grand H. Parce qu'aujourd'hui, en matière d'atténuation, le bassin du Congo, dont il est président de la commission climat du bassin du Congo, est aujourd'hui le premier rempart de l'humanité. Le bassin du Congo qu'on ne présente plus, avec ses chiffres astronomiques, 1,5 gigatonnes de CO2, rien qu'à travers ces forêts qu'il stocke, mais quelque chose de particulier qu'a repris le président Biden, d'ailleurs, les tourbières du bassin du Congo aujourd'hui, qui stockent pas moins de 31 milliards de gigatonnes aujourd'hui de CO2, ce qui glace un peu tout le monde, parce que c'est l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de toute la planète, et de 15 ans des émissions des États-Unis d'Amérique. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le discours du président de la République a été entendu, porté, mais comme il sait le faire, il maintient le cap entre atténuation et des fonds de financement pour aller vers une transition énergétique, l'adaptation. Et c'est ce qu'il a porté au niveau donc du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, mais un sommet qui est porté sur les 3 commissions, particulièrement les commissions climat, à la tête de laquelle il est celle de la commission climat du bassin du Congo, celle des États insulaires et celle de la région du Sahel. Les 3 chefs d'État, sous l'égide de l'Union africaine, présidée par le Sénégal, le président Macky Sall, qui est également présent, ont porté la voix de l'Afrique. Et le grand message que l'on peut retenir, c'est cette volonté de l'Afrique de parler d'une seule voix en matière d'atténuation, en matière d'adaptation et en matière de perte et préjudice, aujourd'hui acté et inscrit dans l'agenda de la COP de l'action que nous voulons, de la COP africaine qui se tient ici en République arabe d'Égypte. Le Congo porte une solution au travers des chefs d'État, en particulier le président Denis Sassou Nguesso. Nous disons, nous avons un fond bleu pour le bassin du Congo. Oui, mais dans le bassin du Congo, il faut savoir que autant les commissions ont été proposées par Sa Majesté le roi du Maroc pendant le sommet de l'action et de la coémergence de l'Afrique, qui s'est tenu en marge de la COP 22 à Marrakech. Oui, mais le président Sassou a amené l'outil fiduciaire, qui est le fonds bleu aujourd'hui, qui est le seul outil financier de la commission climat du bassin du Congo. Mais sur le plan souverain, les États ont abondé ce pipeline de projets, chiffré aujourd'hui à 10 milliards de dollars. Mais ce sont des projets innovants, parce que issus des contributions nationales déterminées, et ce n'est pas peu que d'avoir porté
cette initiative congolaise qui est maintenant une initiative commune des 16 pays du bassin du Congo. Ça, c'est un fait de grande importance. Ensuite, nous avons monté toute l'étude de préfiguration. C'est une grande réussite, puisque vous avez vu qu'avec les ambassadeurs de bonne volonté, avec la princesse Lala Asna à la tête de la fondation Mohamed VI de l'environnement, qui nous a porté tout ce poids-là, nous avons réussi à ouvrir les portes de la Banque mondiale, les portes de certains partenaires comme le PNUE, dans des collaborations beaucoup plus techniques qui vont amener à des projets souverains des États. Le Congo en a 41 dans le portefeuille du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Donc, c'est là également des dossiers que nous portons. L'économie bleue ou la nouvelle frontière de la Renaissance africaine, selon la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, est l'ensemble des activités économiques basées sur les océans et les mers, les rivages et les berges, les lacs et les fleuves, les cours d'eau et les nappes souterraines, activités directes ou dérivées qui vont de la pêche à l'exploitation minière et minérale, sous-marine, en passant par l'aquaculture, le tourisme, le sport, la construction navale, l'énergie, la bioprospection, etc. Cette économie longtemps ignorée et méconnue, selon le magazine Afrique Renouveau, pourrait apporter jusqu'à 1500 milliards de dollars à l'économie mondiale si elle est gérée de manière efficace et durable, selon l'OCDE. Ces potentialités aquatiques sont non seulement source d'emplois et de nourriture, mais elles soutiennent également la croissance économique, régulent le climat et contribuent au bien-être des communautés côtières. Plusieurs personnes dans le monde dépendent de la bonne santé des ressources aquatiques pour travailler et se nourrir. Aussi est-il plus qu'urgent d'exploiter, de gérer et de protéger durablement cette ressource naturelle. L'économie bleue, c'est-à-dire que toutes les activités qui ont un lien avec les eaux continentales, donc les lacs, les fleuves, les chutes d'eau et la mer. L'économie bleue, c'est le cœur de l'économie du monde. Parce que si vous n'avez pas des eaux, si vous n'avez pas des océans, vous n'avez pas le commerce mondial. En tout cas, le cœur du commerce mondial. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle, estime que près de 60 millions de personnes dans le monde sont employées dans la pêche et l'aquaculture. La majorité d'entre elles vivent dans les pays en développement et pratiquent une pêche de capture artisanale. En 2016, selon la FAO, la production halieutique et aquacole mondiale a représenté environ 171 millions de tonnes avec une valeur de la première vente estimée à 362 milliards de dollars. Les exportations générant plus de 152 milliards de dollars, dont 54% provenant des pays en développement. En outre, pour quelques 3,2 milliards de personnes, le poisson constitue près de 20% de l'apport moyen en protéines animales. Et cette proportion est encore plus élevée dans les pays pauvres. Au regard du rôle essentiel que joue l'économie bleue dans la transformation structurelle de l'Afrique, la croissance économique durable et du développement social, de sa contribution dans la balance des potentiels géostratégiques au profit de l'Afrique, la 22e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine avait labellisé l'économie bleue comme la nouvelle frontière de la Renaissance africaine. C'est ainsi que, dans le but de chercher des voies et moyens de rendre opérationnelle cette richesse aquatique, très peu connue, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, a organisé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 28 novembre au 2 décembre dernier, la première conférence maritime en sigle COMAR 1 Kinshasa 2022. Thème choisi de cette conférence, gouvernance et sécurisation de l'espace maritime de la CEAC pour le développement d'une économie bleue durable en Afrique centrale. Depuis 2009,
les chefs d'État avaient instruit la commission de la CEEAC, anciennement secrétariat général, en ce qui concerne donc leur organe exécutif, d'organiser la conférence maritime. Ça, c'était en 2009. Et en 2022, ils ont encore réitéré cette instruction liée donc à l'organisation de cette conférence maritime. Donc cette conférence s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une recommandation des chefs d'État, prise en 2009. Et l'autre élément justificatif de cette conférence, c'est que dans le plan stratégique 2021-2025 de la CEEAC, il a été retenu. Donc il faut dire que ce plan stratégique a été adopté le 27 novembre 2020 à Libreville par les chefs d'État. Donc dans ce plan figure une activité ou un produit qu'on appelle ou intitulé l'accélération du système de l'économie bleue en Afrique centrale, qui est une approche, une vision et un outil pour développer toutes les activités qui se déroulent au niveau des eaux continentales, au niveau de la mer, mais bien entendu en lien avec la protection de l'environnement. Réaffirmer le leadership et la souveraineté des États membres de la CEEAC par la maîtrise et la mise en valeur de l'espace maritime et fluvio-lacustre de la CEEAC en harmonie avec la politique maritime continentale et examiner ainsi qu'adopter des stratégies régionales sur l'économie bleue, la gouvernance maritime, la sûreté et la sécurité maritime de la CEEAC. Tels sont, entre autres, les objectifs de la conférence maritime de cette communauté de l'Afrique centrale. On va sortir ici avec les axes stratégiques de la politique maritime qu'on n'avait pas, mais qui figurent aujourd'hui dans le traité révisé comme recommandation. Nous allons sortir ici aussi avec le document de stratégie sur l'économie bleue durable de l'Afrique centrale. Nous allons sortir d'ici avec la stratégie sur la sûreté et la sécurité maritime. Nous allons sortir d'ici avec aussi un quatrième livrable, un quatrième produit qui est la stratégie de la gouvernance maritime de l'Afrique centrale. Mais ce qui va suivre, c'est que de façon structurelle ou architecturale, ou même au niveau de la planification, vous voyez, nous avons maintenant des politiques, nous avons des stratégies et nous allons chuter sur des programmes et des projets. Voilà, donc c'est ça qu'on veut faire. Et c'est comme ça qu'on a toujours travaillé, parce que c'était des lacunes. Vous ne pouvez pas avoir la mer, même si vous n'avez que 3000 km de côte, même s'il y avait 15 km, il faut avoir une politique sur la mer. Vous ne pouvez pas avoir tant d'eau dans l'Afrique centrale, premier réseau hydrographique d'Afrique, et ne pas avoir une économie bleue qui s'appuie sur ces eaux continentales. Donc ce sont ces lacunes-là qu'il faut combler de la même façon. Aujourd'hui en Afrique centrale, on n'a pas une politique forestière. Et ça ne peut pas se justifier. Donc nous sommes en train de combler ces lacunes. La cérémonie officielle de l'ouverture des ateliers thématiques préparatoires de cette première conférence maritime et de l'économie bleue durable de la CEEAC avait eu lieu le 28 novembre à Kinshasa sous les auspices du ministre de l'intégration régionale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, qui avait à ses côtés le président de la commission de la CEEAC et du représentant de l'Union européenne en RDC. Toutes ces trois sommités avaient pris la parole au cours de cette cérémonie. Dans leur discours, ils ont tous décrié les trafics illicites qui se font dans le golfe de Guinée, ce qui constitue une entrave pour le développement de cette partie maritime de l'Afrique. Ils ont en outre proposé des pistes de solutions concernant ce constat amer. Cette conférence où le domaine maritime, le développement du domaine maritime occupe une importance capitale. Pourquoi? Vous savez qu'aujourd'hui, pour interconnecter, parce que nous sommes dans la sous-région, on suppose que nous avons des projets intégrés. Un projet intégré donc, qui sont là pour le développement de nos différents pays de l'Afrique centrale. Alors,
Nous pouvons interconnecter les pays à travers les routes ou les chemins de fer. Mais on peut aussi, avec des boulevards déjà tracés par Dieu, naturels, que Dieu a tracés. Quels sont les mers, les océans, le fleuve. Ça, ce sont des boulevards naturels à partir desquels on peut effectivement interconnecter notre sous-région et faire le commerce sans trop de problèmes. Même l'agriculture, dans tous les domaines, on peut faire le commerce à travers les fleuves, à travers les océans, donc au travers des bateaux et consorts. C'est presque l'aboutissement d'un long processus parce que l'Union africaine a mis en place un dispositif encourageant tous les États et toutes les régions de se doter de stratégies d'économie bleue. C'est une résolution qui avait été prise à Nairobi durant la conférence sur l'économie bleue. Alors donc l'Union africaine a encouragé l'élaboration de ces stratégies et donc nous avons eu la responsabilité d'élaborer la stratégie de la CEAC et les travaux que nous avons ici, ce sont donc les travaux d'experts qui doivent conduire à valider cette stratégie. Et c'est une stratégie qui va s'appliquer aux 11 États membres. Après cette cérémonie officielle, les participants se sont constitués en 3 groupes de travail. Le premier groupe s'intitulait « Gouvernance maritime en Afrique centrale ». Celui-ci avait permis aux participants de mettre en place une stratégie de sécurité des intérêts vitaux en mer, ainsi que des stratégies maritimes des États membres de la CEAC. Le deuxième atelier a été consacré à la sécurité et sûreté maritime en Afrique centrale. Ici, il était question pour les experts de la CEAC de réaliser un grand travail sur la sensibilisation de l'espace maritime et la lutte contre la criminalité nautique en Afrique centrale. Enfin, le dernier atelier s'était focalisé sur le développement de l'économie bleue en Afrique centrale. Celui-ci avait permis aux participants d'échanger sur les mots qui minent le développement de l'économie bleue dans le golfe de Guinée et se sont apaisantis sur la définition et le sens de l'économie bleue ainsi que sur la stratégie de communication afin de bien sensibiliser les populations concernant la notion de l'économie bleue encore peu connue. Les experts et la société civile venus des 4 coins du monde et des 11 pays membres de la CEAC ont aussi pris part à cette conférence car, à la fin de celle-ci, une stratégie de gouvernance maritime, de sûreté et de sécurité ainsi que sur le développement de l'économie bleue sera élaborée selon la vision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La femme, source d'inspiration pour l'économie bleue, avait porté sa voix à cette conférence car elle joue un rôle important dans le développement de cette économie en Afrique centrale. Nous sommes dans ce secteur, il y a bien plus, il y a le secteur maritime, il y a le secteur de l'environnement, le secteur est bien, c'est complexe et c'est rempli de beaucoup de paliers. Donc je vous dis que nous sommes dans un élargissement où quand on voit la femme africaine évoluer dans ce secteur, on se dit vraiment nous sommes encouragés. Et non seulement ça, pour ne pas couper, c'est pour aussi dire qu'il y a la création d'emplois. Nous créons les emplois. Il y a beaucoup de projets. Le secteur, il ne faut pas que nous soyons tous dans les mêmes secteurs. Au fait, ça, c'est un secteur assez particulier et ça aide la jeunesse congolaise et de la RDC où je suis particulièrement, mais la jeunesse africaine d'Afrique centrale à s'émouvoir, à avoir la possibilité de trouver dans quoi évoluer et une poche un peu plus concentrée et intéressante pour chacun de nous. La femme a une place très importante dans le développement de l'économie bleue en Afrique centrale parce que si nous descendons dans nos différents ports, 80% des vendeuses sont des femmes, si pas plus, qui tiennent. C'est vraiment la femme qui est au centre. L'homme va pêcher, c'est la femme qui arrache le poisson, c'est elle qui met sur la table, c'est elle qui apporte l'argent. Donc la femme, elle est vraiment une place très importante dans l'économie bleue. Nous sommes très contents que les experts du continent, de la sous-région, se mettent ensemble pour parler de notre secteur. Et nous-mêmes avons beaucoup appris, parce que quand on parlait de l'économie bleue, on croyait qu'ils nous disaient ce qu'on ne comprenait rien. Mais à les entendre, on a compris qu'ils nous parlent de ce que nous faisons tous les jours, de ce qui est de notre vie.
et ça nous fait vraiment du bien. La première conférence maritime d'Afrique centrale avait donné également lieu à une réunion ministérielle du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité élargie aux autres secteurs concernés par la question maritime. Réunion à laquelle avaient pris part des représentants des gouvernements des pays de la CEAC. Tout compte fait, cette première conférence maritime d'Afrique centrale est la preuve de la volonté des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEAC de préserver et de garantir la sécurité du domaine maritime, un secteur d'activité économique convoité pour ses ressources et souvent exposé à des actes illicites tels que le brigandage, le trafic d'espèces protégées, la piraterie, la pêche illicite et bien d'autres. Notons que les documents adoptés lors de cette conférence seront soumis à l'appréciation des chefs d'État de la CEAC puis de l'Union africaine. Espoir, avant de terminer, nous devons remercier toutes les personnes qui nous ont aidés. En effet, toute l'équipe de Afrique Environnement Plus a fait le déplacement de Sharm el-Sheikh pour couvrir l'événement planétaire, la COP27. Et cela a été possible grâce à l'aide indéfectible du ministre et conseiller spécial du chef de l'État congolais, je cite Monsieur Jean-Dominique Okemba. Merci au conseiller spécial du chef de l'État, M. Edgar Nguesso. Grand merci à M. Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique de la République du Congo. Merci à l'honorable Hugues Mbanza et sans oublier la ministre Arlette Soudan qui s'est battue pour que nous soyons accrédités afin de couvrir cet événement planétaire. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve à la très prochaine occasion pour notre 3e numéro de l'émission spéciale COP27. Merci aussi à toi, Espoir Lamy. Merci, Karine Gombo. Et merci à Kevin Akoli qui se trouve de l'autre côté de la caméra. Au revoir et bonne suite de programme sur la télévision nationale congolaise.